Videz la chambre, a dit mon père quand mon frère est arrivé avec sa femme enceinte. Il serait mieux que tu quittes carrément la maison, ajouta la femme de mon frère d'un air moqueur. J'ai fait mes affaires et je suis parti. Je m'appelle Sabrina Brennan. J'ai 29 ans, et je suis ingénieur civil agréé dans le Massachusetts. Maintenant, laissez-moi vous ramener 4 ans en arrière, au jour où j'ai signé les papiers d'une maison que je pensais capable de garder ma famille unie. Je me souviens du stylo. C'était un stylo bille bleu bon marché, du genre que l'on prend dans un pot sur le bureau d'une réceptionniste, et je l'ai utilisé pour signer le document le plus cher de ma vie. Le 14 mars, il y a 4 ans, dans un bureau de notaire sur State Street à Springfield, le notaire a apposé le sceau sur l'acte de fiducie, l'a glissé sur la table et a dit « Félicitations, mademoiselle Brennan. Tout est à vous. Tout à moi. » Mon nom, Sabrina Brennan, était le seul nom sur cet acte. Pas de co-signataire, pas de copropriétaire, juste moi, une jeune femme de 25 ans avec une licence d'ingénieur fraîchement obtenue, un salaire de départ de 72 000 $ et un prêt FHA de 234 000 $. Le paiement mensuel, 2 340 $, était dû le premier de chaque mois pendant les 30 années suivantes. La maison était plus que ce dont j'avais besoin. 2 étages, un sous-sol semi-fini, 3 chambres, un jardin avec un érable qui laissait tomber des feuilles partout sur l'allée chaque octobre. Je n'avais pas besoin de 3 chambres. J'en avais besoin d'une. Mais j'ai acheté une maison avec 3 chambres parce que mon père, Gerald Brennan, 58 ans, plombier à la retraite avec un mauvais dos et une allocation d'invalidité de 1 480 $ par mois, venait de vendre la maison mobile où ma mère et lui avaient vécu pendant 11 ans. Il n'avait nulle part où aller, alors j'ai fait de la place. L'accord était simple. Ils emménageraient, contribueraient aux charges, et nous serions une famille sous le même toit. C'était l'accord. Verbal, sans bail, sans accord écrit. Juste de la confiance. Ils ont emménagé la semaine suivante. Ma mère a apporté sa collection de coques en céramique. Mon père a apporté son fauteuil inclinable et ses opinions. Aucun d'eux n'a jamais payé une seule facture de service public. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'est que j'ai passé 4 ans à croire que si je continuais à payer, à entretenir, à prouver, ils finiraient par voir ma valeur. Ils ne l'ont jamais fait. Laissez-moi vous parler de la hiérarchie dans la famille Brennan, car cela expliquera tout ce qui va suivre. Marcus Brennan, mon frère aîné, 33 ans, beau de la manière qui vous vaut un deuxième rendez-vous, mais jamais une deuxième promotion. Il vendait des voitures d'occasion chez un concessionnaire appelé Riverside Motor et en parlait comme s'il concluait des fusions à Wall Street. Mon père l'adorait. Gerald Brennan avait une conviction qui régissait toute sa vision du monde, les fils portent le nom, les filles portent les courses. Marcus était l'avenir. J'étais l'infrastructure. Quand Marcus a obtenu son diplôme du collège communautaire, ce qui lui a pris 3 tentatives et 1 des mois en statistique, mon père a organisé un barbecue dans le jardin, 16 personnes, des hamburgers, de la bière, une bannière qui disait « Fier de toi, fiston ». En lettres capitales. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention du programme d'ingénierie civile à UMass Amherst, liste du doyen cum laude, 7 semestres sur 8, mon père a envoyé un message texte. 4 mots, bien pour toi, gamine. Pas de point d'exclamation, pas de barbecue. Quand j'ai réussi l'examen de PE, une licence que moins de 25% des diplômés en ingénierie obtiennent, ma mère a dit, c'est bien, chérie. Ton frère vient d'être promu aux ventes senior. Vente senior dans un lot de voitures d'occasion avec 38 000 $ de dette de carte de crédit. Mais Gérald ne savait pas pour la dette. Ou peut-être qu'il savait et ne s'en souciait pas. Ce que je sais avec certitude, c'est qu'il prêtait discrètement de l'argent à Marcus de son chèque d'invalidité. 5 000 $ ici, 3 000 $ là, puis se retournait et me demandait de l'aide pour les factures ce mois-ci, ma chérie. Les ordonnances nous tuent. J'ai toujours dit oui parce que c'est ce que fait l'infrastructure. Elle maintient tout et personne ne le remarque avant qu'elle ne disparaisse. Puis un vendredi soir, Marcus a appelé avec une nouvelle qui a tout changé. Avant d'en venir à cet appel téléphonique, je dois vous faire comprendre les chiffres, car les chiffres ne mentent pas. Et dans ma famille, c'étaient les seules choses qui ne mentaient pas. Pendant 4 ans, j'ai payé 48 mensualités de prêt immobilier à 2 340 $ chacune. Cela représente 112 320 $ rien qu'en capital et intérêts. En plus de cela, j'ai couvert la facture d'électricité,
qui s'élevait en moyenne à 380 $ par mois dans le Massachusetts, où les hivers sont rudes. L'eau et les égouts coûtaient environ 90 $. Internet et le câble. Mon père a insisté pour avoir le forfait sport, ajoutant 200 $ supplémentaires. J'ai complété les courses à environ 150 $ par mois parce que mes parents mangeaient tous leurs repas à la maison et n'ont jamais poussé un chariot dans un supermarché. Tout additionné, cela fait 147 360 $ de manière conservatrice sur 4 ans, provenant de ma fiche de paie, pour une maison où je dormais dans une seule chambre et ne demandais rien à personne. J'ai également peint l'extérieur 2 fois, je l'ai fait moi-même, 2 week-ends à chaque fois, sur une échelle à coulisses de 20 pieds. J'ai remplacé la section du toit au-dessus du porche arrière quand elle a commencé à fuir. 4 200 $ de ma poche. J'ai installé une unité de chauffage au sous-sol parce que mon père se plaignait que la maison était pleine de courants d'air en bas, 3 100 $. Ma voisine Louise Beckett, 67 ans, a vécu à côté pendant 11 ans, elle a tout vu. Chaque session sur l'échelle, chaque sac de paillis. Chaque samedi matin, j'étais dehors avec une pelle à neige à 6 heures du matin pendant que mes parents dormaient. Louise m'a arrêté une fois, penchée par-dessus la clôture. « Chérie, où est ta famille quand tu es sur cette échelle ?» J'ai souri et j'ai dit, « Ils sont à l'intérieur. » C'est un peu le but. Pour qu'ils soient à l'aise à l'intérieur. Louise m'a jeté un regard que je n'ai pas compris. Maintenant, je le comprends. C'était de la pitié. Puis Marcus a appelé. « Sabrina, je rentre à la maison et je ne viens pas seule. » La voix de Marcus avait cette clarté particulière qu'elle n'avait que lorsqu'il voulait quelque chose. Je l'avais déjà entendu. Quand il avait besoin d'un co-signataire, j'avais dit non. Quand il voulait emprunter ma voiture pour un week-end, cela s'était transformé en 2 semaines. Quand il m'a demandé de parler à papa pour qu'il lui envoie plus d'argent, cette fois-ci, il ramenait Tiffany, sa femme depuis 8 mois, enceinte de 7 mois. Ils sont arrivés un vendredi soir. 2 grandes valises, 3 cartons de fournitures pour bébé, et Tiffany, qui est sortie de la voiture de Marcus et a regardé la maison comme on évaluerait quelque chose lors d'une vente aux enchères. Elle avait 30 ans, travaillait à temps partiel comme réceptionniste dans un cabinet dentaire, et avait une façon de faire sonner chaque phrase comme si elle vous rendait service en parlant. Mon père était prêt. Je l'ai réalisé dans les 30 secondes de leur arrivée, car les meubles du salon avaient déjà été réarrangés, un coin dégagé, un espace créé. Gérald savait qu'il venait. Il s'était préparé, et il ne m'avait rien dit, mais Tiffany a jeté un coup d'œil au salon et a secoué la tête. Ça ne marchera pas. Nous avons besoin d'une vraie chambre. J'en suis à 7 mois. Gérald s'est tourné vers moi, il n'a pas demandé. Il s'est tourné comme on se tournerait vers un meuble qui a besoin d'être repositionné. Videz la chambre. C'est ma chambre, papa. Je suis dans cette chambre depuis 4 ans. Et Marcus en a besoin maintenant. Il a une famille. Je suis de la famille. Tu sais ce que je veux dire ? Tiffany a ajouté sa réplique. Celle dont je vous ai déjà parlé. Et puis ma mère est apparue dans le couloir, tenant 3 cartons aplatis. La même marque, la même taille, ceux que j'avais utilisés pour emménager il y a 4 ans. Elle les avait gardés. 4 ans elle avait gardé ces cartons dans le garage. Comme si elle avait toujours su que ce jour arriverait. Je me suis dit que c'était temporaire. Une semaine, peut-être 2, le temps de trouver une solution. C'est ce que Gérald a dit. Juste temporaire, Sabrina. Juste le temps que les choses se stabilisent. Alors, j'ai déménagé en bas, au sous-sol. Celui que j'avais chauffé pour 3 100 $. Des murs en béton brut. Une seule ampoule au plafond avec une chaîne à tirer. Un matelas que j'ai traîné depuis le placard des invités, posé directement sur le sol car il n'y avait pas de cadre de lit. L'air sentait le mildiou, le vieux carton, et dans le coin, une goutte lente d'un joint de la canalisation d'eau froide marquait le temps d'un rythme qui m'a tenu éveillé la première nuit. À l'étage, Tiffany s'est installée. L'après-midi suivant, elle a posté sur son Instagram une photo de mon ancienne chambre, désormais aménagée en chambre d'enfant avec un berceau et des guirlandes pastel. La famille fait toujours de la place pour la prochaine génération, suivi d'un emoji cœur rose, 212 likes, des commentaires pleins d'yeux brillants et de félicitations, et « quel bel espace !» Personne n'a demandé à qui appartenait cet espace 24 heures plus tôt. Marcus m'a croisé dans les escaliers le lendemain matin.
C'est juste temporaire, Sabrina. Ne rends pas ça bizarre. J'ai dormi dans ce sous-sol pendant 3 nuits. La 3e nuit, un joint de tuyau a légèrement cédé. Pas une rupture, mais une fuite constante. Et je me suis réveillé à 3 heures du matin, le dos trempé à travers le matelas. J'étais allongé dans l'obscurité, l'eau s'infiltrant à travers le tissu, fixant le plafond, qui était leur plancher. Et j'ai pensé, je paie 2340 $ par mois pour dormir dans une flaque d'eau sous ma propre maison. Le lendemain matin, je suis monté faire du café. Tiffany était assise à la table de la cuisine, utilisant la machine à expresso que j'avais achetée. Elle a levé les yeux. « Oh, tu es encore là. » C'était la première fois de ma vie que je comprenais que l'amour et la propriété ne sont pas la même chose. C'est arrivé un mardi. J'étais assise dans ma voiture sur le parking du travail, mangeant une barre de céréales, quand mon téléphone a vibré avec une notification de mon service de surveillance de crédit. Je m'y étais inscrite 3 ans plus tôt, non par paranoïa, mais parce que mon cerveau d'ingénieur aime suivre les données. L'alerte disait « Nouvelle charge détectée sur la propriété au 147 Maplewood Drive, Springfield, Emma ». Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. Puis j'ai posé la barre de céréales et j'ai ouvert le rapport complet. Une hypothèque de 95 000 $ déposée par la Greenfield Credit Union, une petite banque communautaire sur Carew Street, la même où mon père avait son compte courant. La signature de l'emprunteur sur l'avenant à l'acte de fiducie, Sabrina Brennan. Sauf que je n'avais jamais rien signé. Je n'avais jamais été à la Greenfield Credit Union. Je n'avais jamais autorisé de charge sur ma propriété. J'ai affiché l'image de la signature sur le PDF. Elle ressemblait, assez pour tromper un regard rapide, mais je connaissais ma propre écriture comme un musicien connaît son propre instrument. Le B majuscule de Brennan était faux. Je le boucle serré en haut. Celui-ci était large, comme si on l'avait copié d'une photocopie. Et l'initiale du milieu, mon initiale du milieu, E pour Elisabeth, était écrite en caractères d'imprimerie. Je l'écris toujours en cursive. Quelqu'un avait tracé ma signature à partir du contrat de location de voiture d'occasion que j'avais signé 2 ans plus tôt, celui que mon père avait, gentiment, photocopié pour ses dossiers. J'ai appelé la caisse de crédit. Un responsable a confirmé que le prêt avait été traité 3 mois auparavant par un représentant décrit comme un membre de la famille du propriétaire. Le témoin sur la demande était Donna Brennan, ma mère, 95 000 $. Mon nom, ma maison, sans ma connaissance, sans mon consentement. J'étais assis sur ce parking, les 2 mains sur le volant, tremblant, non de peur, mais de rage. Si cette charge apparaissait officiellement sur mon rapport de crédit dans les 30 jours, mon score de 761, construit sur près d'une décennie de discipline, s'effondrerait. Et avec lui, tout ce pourquoi j'avais travaillé. Le compte à rebours avait commencé. Il y a un Dunkin' sur Boston Road qui reste ouvert 24 heures sur 24. J'y suis resté jusqu'à 1 heure du matin avec un café noir moyen et une serviette en papier que j'avais aplatie sur la table. J'ai tracé une ligne au milieu. Côté gauche, ce que je perds si je me bats. Côté droit, ce que je perds si je ne me bats pas. Le côté gauche était court mais lourd. Ma relation avec mes parents, ce qu'il en restait. La possibilité d'être coupé de la famille élargie, les cartes de Noël de tante Patrice, la poignée de main d'oncle Ray à Thanksgiving, et Tiffany était enceinte de 7 mois, ce qui signifiait que toute action que j'entreprendrais serait perçue comme une attaque contre une future mère. J'entendais déjà le récit que Gérald construirait. Le côté droit était plus long. 95 000 $ de dettes frauduleuses attachées à mon nom, un score de crédit en chute libre. La perte potentielle de ma capacité à refinancer, à emprunter, à fonctionner financièrement en tant qu'adulte indépendante, et la certitude, l'absolue certitude mathématique que si je ne faisais rien, il le ferait à nouveau. Parce que les gens qui vous volent une fois et ne subissent aucune conséquence ne s'arrêtent pas. Ils deviennent simplement plus audacieux. J'ai regardé les 2 colonnes. Puis j'ai froissé la serviette et je l'ai jetée. La décision avait déjà été prise au moment où j'avais vu cette signature falsifiée. J'avais juste besoin de la serviette pour la confirmer. Le lendemain matin, j'ai appelé Rita Callaway. Elle était avocate spécialisée dans l'immobilier à Springfield, avec 17 ans de pratique, spécialisée dans les litiges de propriété. La mère d'un collègue la connaissait. J'ai tout raconté à Rita. Elle a écouté sans m'interrompre pendant 6 minutes. Puis elle a dit, « Sabrina,
Ce que votre père a fait est un faux. Ce que votre mère a fait est complicité. Ce que Marcus a fait est une fraude. Je vous demande de ne pas dire un seul mot à qui que ce soit de votre famille tant que nous n'aurons pas tout documenté. Pour la première fois en 4 ans, je ne payais pas les factures pour maintenir une famille unie. Je payais une avocate pour me maintenir intacte. Rita a travaillé vite. En 48 heures, elle avait déposé une demande formelle, en vertu de mes droits en tant que propriétaire, pour obtenir tous les documents liés à la charge. La Greenfield Credit Union était obligée de se conformer, et elle l'a fait, à contre-cœur, mais elle l'a fait. Le dossier est arrivé au bureau de Rita un jeudi après-midi. J'y suis allé directement après le travail, et nous avons étalé les pages sur sa table de conférence comme des preuves sur une scène de crime, car c'était bien cela. L'avenant falsifié à l'acte de fiducie, ma signature, ou la version de celle-ci que quelqu'un avait tracée à partir de ce contrat de location de voiture. En bas de la page 4, le nom de ma mère figure comme témoin sur la page 5, de son écriture reconnaissable entre toutes. Donna Brennan, écrite avec le même stylo à encre verte qu'elle utilisait depuis 20 ans. Puis les relevés de transactions. Rita les avait surlignés en jaune. 38 000 $ transférés directement sur un compte de carte de crédit enregistré au nom de Marcus G. Brennan. Le solde total de sa dette effacé en un seul virement. 22 000 $ à Riverside Motor, un acompte pour un véhicule, 15 000 $ retirés en espèces par Donna Brennan en 3 visites distinctes, et 20 000 $ restant intacts sur le compte d'épargne personnelle de Gerald Brennan, un fonds secret, un coussin de retraite construit sur mon nom. 95 000 $ distribués comme des cadeaux de Noël pendant que je dormais sur un matelas mouillé au sous-sol. Rita m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Il se croyait malin, mais les gens malins ne falsifient pas des documents sur une propriété qu'ils ne possèdent pas, avec une caisse de crédit qui conserve des enregistrements numériques de tout. Elle m'a aussi dit quelque chose que je n'avais pas considéré. L'agent de crédit qui avait traité la demande, un homme nommé Derek Gain, avait contourné le protocole standard de vérification d'identité. Pas de confirmation en personne, pas d'appel vidéo, juste la parole de Gerald et une signature photocopiée. Nous avons plus qu'assez, a dit Rita. Maintenant, quand voulez-vous déménager? Jour 12. C'est le temps qu'il a fallu entre le moment où j'ai découvert la charge falsifiée et le moment où je suis sorti du 147 Maplewood Drive avec 3 cartons, un sac de sport et un plan. J'avais signé un bail 3 jours plus tôt pour un studio à 8 minutes de là, 900 pieds carrés, propre, calme, 1100 $ par mois. Je l'ai signé avec le même stylo que j'utilisais pour les paiements hypothécaires. Et pour la première fois, l'argent avait l'impression d'aller quelque part qui m'appartenait. L'emballage a pris moins de 2 heures. 4 ans dans cette maison, et toute ma vie tenait dans 3 cartons et un sac, vêtements, ordinateur portable, ma licence d'ingénieur encadré, la petite boîte à outils que j'avais utilisée pour tout réparer, du robinet de la cuisine à la rampe du Porsche, une photo de ma grand-mère, Hélène, que je gardais sur ma table de nuit. Avant de partir, j'ai posé une enveloppe blanche sur la table de la cuisine. À l'intérieur, une photocopie de l'acte de fiducie, mon nom surligné, et une seule note manuscrite sur papier ordinaire. Cette maison est à moi, l'hypothèque est à moi. Tout le reste est sur le point de changer. Je suis parti en voiture à 18h15. L'érable du jardin commençait à changer de couleur. Les premiers bords orangés se faufilaient dans le vert. Je n'ai pas regardé en arrière. Gérald a trouvé l'enveloppe à 19h. Donna m'a raconté plus tard ce qui s'était passé. Il l'a ouverte, a lu la copie de l'acte, a lu la note, et a déchiré le papier en deux. Puis il a dit, elle bluffe. Il ne savait pas que la copie de l'acte n'était qu'une copie. L'original était enfermé dans un coffre-fort à ma banque avec chaque pièce de documentation que Rita avait certifiée. Il a déchiré une photocopie et a cru avoir gagné. Je l'ai laissé penser qu'il lui restait 18 jours. La première semaine après mon départ, la famille Brennan s'est installée dans ma maison comme si elle l'avait héritée. Tiffany a posté une story Instagram depuis le salon. Enfin, une maison qui se sent comme à la maison. 187 vues. Elle avait réarrangé les meubles, accroché une couronne à la porte d'entrée, et placé un paillasson sur le seuil que j'avais payé. Marcus a tondu la pelouse pour ce qui était, j'en suis presque certaine, la première fois de sa vie, et a posté un selfie avec la légende « Les devoirs de papa commencent tôt ». Gérald contrôlait le récit comme il contrôlait tout, de manière décisive et sans preuve. Il a appelé oncle Ray.
Il a appelé tante Patrice. Il a appelé sa propre mère, Hélène. Sa version des événements, telle que je l'ai reconstituée plus tard à partir de multiples sources, était la suivante. Sabrina a déménagé. Elle voulait son propre espace. Une fille très indépendante. Aucune mention du sous-sol, aucune mention de l'expulsion de ma chambre, aucune mention de l'hypothèque falsifiée, juste un père fier dont la fille capable avait décidé de prendre son envol. Ma mère m'a appelé une fois cette semaine-là, non pas pour me demander comment j'allais, non pas pour dire qu'elle me manquait. Elle a appelé pour demander, as-tu payé la facture d'électricité avant de partir? Gérald a dit que les lumières vacillaient. J'ai laissé cette phrase en silence pendant 3 secondes complètes avant de répondre. Pendant ce temps, Rita et moi travaillions sur notre liste de contrôle. La plainte pour fraude auprès de la Greenfield Credit Union a été déposée. Des contestations formelles auprès des 3 bureaux de crédit, Experian, TransUnion, Equifax, ont été soumises avec des documents justificatifs, et la dernière pièce, le préavis de 30 jours pour quitter les lieux, a été préparée et prête, adressée à Gérald Brennan, Donna Brennan, Marcus Brennan et Tiffany Brennan. Selon la loi du Massachusetts, les occupants sans bail ont droit à un préavis écrit de 30 jours avant le début des procédures d'expulsion. Rita a programmé l'huissier pour le 17e jour, le même jour que la journée portes ouvertes de Gérald. 45 invités. Un timing parfait. Tout a commencé avec le système de chauffage. Jour 5. Après mon départ, le thermostat de l'unité principale a eu un dysfonctionnement. Une anomalie que j'avais appris à réparer moi-même en réinitialisant le disjoncteur et en recalibrant le capteur de température. Cela prenait 90 secondes si l'on savait ce que l'on faisait. Gérald ne savait pas ce qu'il faisait. Il a appelé une entreprise de CVC. Ils lui ont proposé un devis de $2800 pour un diagnostic et un remplacement potentiel de pièces. Gérald n'avait pas $2800. Jour 7, la facture d'électricité est arrivée. $340 pour le mois, standard pour un hiver du Massachusetts avec 4 adultes chauffant 24 heures sur 24. La facture était toujours à mon nom car la demande de transfert que j'avais soumise n'avait pas encore été traitée. Gérald m'a appelé. Quand reviens-tu? La maison a besoin de toi. Pas, tu nous manques. Pas, est-ce que tu vas bien? La maison a besoin de toi. Comme si j'étais une partie de la plomberie. Je ne reviens pas, papa. Tu devrais contacter directement la compagnie d'électricité. Le compte est à mon nom, et j'ai déjà soumis une demande de transfert. Que veux-tu dire par demande de transfert? Je veux dire que les factures seront à ton nom à partir du mois prochain, ou au nom de qui tu veux. 10 secondes de silence. Puis il a raccroché sans un mot de plus. Ce soir-là, Tiffany m'a envoyé un SMS. Je l'ai toujours. Mot pour mot. C'est vraiment un timing égoïste. J'accouche dans 8 semaines. Égoïste. Ce mot, c'est remarquable à quel point, égoïste, se traduit précisément par « gênant pour moi ». J'avais versé $147 000 dans ce foyer en 4 ans. J'avais chauffé le sous-sol à mes frais pour que la maison soit confortable. J'avais remplacé le toit pour que la pluie ne les atteigne pas. Et la première fois que j'ai arrêté, la toute première fois, je n'étais pas utile. J'étais égoïste. Je n'ai pas répondu aux SMS. Certaines phrases ne méritent pas d'auditoire. Ma mère a appelé à 21 h un mercredi soir. Elle pleurait. Le genre de pleurs exercés, mesurés, qui montent et descendent à intervalles convenables. Le genre qui ressemble à du chagrin mais opère comme un pied de biche. Ton père est stressé. Son dos est pire. Tu sais, il ne peut pas s'occuper de la maison seul. Maman, j'ai entretenu cette maison seule pendant 4 ans. Papa était là tout le temps. C'est différent. Tu es jeune. Tu es forte. Je suis aussi la personne dont la signature a été falsifiée sur une hypothèque de $95 000. Tu voulais en parler? Les pleurs se sont arrêtés. Pas diminués. Arrêtés comme si quelqu'un avait appuyé sur pause sur un enregistrement. Un long silence. Puis très doucement, ton père a dit que c'était pour la famille. C'était pour la dette de carte de crédit de Marcus. J'ai les relevés bancaires, maman. $38 000 sur sa carte. $22 000 pour une voiture.
Tu as personnellement retiré 15 000 $ en espèces en 3 visites. Tu veux que je te lise les dates? Tu vas déchirer cette famille. La famille a été déchirée la nuit où vous avez mis 3 cartons devant la porte de ma chambre. Elle a raccroché. J'étais assise seule dans mon studio cette nuit-là avec la feuille de comparaison que Rita avait imprimée. Ma vraie signature à gauche, le faux à droite, et je me suis demandé si j'étais trop dur, s'il y avait une version de cela où tout le monde s'en sortirait indemne, si la bonne chose et la chose gentille étaient la même chose. Puis j'ai de nouveau regardé le faux. L'écriture de ma mère sur la ligne des témoins. Encre verte. Le même stylo qu'elle utilisait pour écrire les listes de courses et les cartes d'anniversaire. Et la note qu'elle avait glissée dans ma boîte à lunch en 4e année. Passe une bonne journée, ma chérie. Non, je n'étais pas trop dur. J'étais enfin lucide. Avez-vous déjà eu quelqu'un que vous aimez utiliser votre propre loyauté comme une arme contre vous? J'aimerais entendre votre histoire. Partagez-la dans les commentaires. Vous pourriez aider quelqu'un d'autre à réaliser qu'il n'est pas seul. Marcus est arrivé à mon appartement sans prévenir un jeudi soir. Pas d'appel, pas de SMS, juste 3 coups violents à une porte dont il n'avait aucune raison de connaître l'adresse, même si je soupçonne ma mère de la lui avoir donnée. J'ai vérifié le flux vidéo de la caméra de Sonnet Ring que Rita m'avait conseillé d'installer la semaine précédente. Marcus se tenait sur l'allée, la mâchoire serrée, les poings s'ouvrant et se refermant sur ses côtés. J'ai ouvert la porte. « Qu'est-ce que tu fous, Sabrina? Papa dit que tu menaces de nous virer. » Je ne menace rien. J'exerce mes droits légaux en tant que propriétaire. Propriétaire? Il a ri. Un son court et laid. Tu crois qu'un bout de papier te rend meilleur que la famille? Ce bout de papier est un acte de fiducie. Et un autre bout de papier, celui que tu as falsifié avec papa, est un crime fédéral. Le rire s'est éteint. Son expression a changé, non pas en remords, mais en calcul. J'avais regardé Marcus vendre des voitures pendant des années. Je savais exactement quand le ton changeait. Écoute, sa voix s'est adoucie. Nous pouvons arranger ça. Tiffany doit accoucher dans 8 semaines. Tu ne peux pas lui faire ça. Je ne fais rien à Tiffany. Je défais ce qui m'a été fait. Si tu vas jusqu'au bout, tu ne verras jamais ta nièce ou ton neveu. Les mots ont porté, mais ils n'ont pas eu l'effet escompté. Il utilisait un enfant à naître, comme monnaie d'échange. De la même manière que Gérald utilisait la famille comme justification du vol. C'est ton choix, Marcus, pas le mien. Il est parti, claquant la porte assez fort pour faire trembler le cadre. La caméra Ring a tout capturé. Son visage, sa voix, sa menace, l'horodatage, 19h42. Rita aurait les images le matin. Certaines personnes construisent des murs avec des briques. Je construisais les miens avec des preuves. Gérald Brennan n'était peut-être pas doué avec l'argent, mais il était maître du téléphone. En 48 heures après la visite de Marcus, mon père avait appelé chaque branche de l'arbre généalogique. Oncle Ray à Chappie, tante Patrice à Olio, ma grand-mère Hélène, 82 ans, dans son appartement en résidence-service à Northampton, des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis Thanksgiving il y a 3 ans. Il les a tous appelés et leur a raconté la même histoire. Sabrina a abandonné sa famille. Sabrina menace de mettre sa belle-sœur enceinte à la rue. Sabrina a changé. Les messages ont commencé à arriver comme une frappe coordonnée. Oncle Ray, pense à ce que tu fais, ma petite. Un cousin que je connaissais à peine. La famille d'abord, Sabrina. Toujours. Tante Patrice a appelé directement. Voix froide. Ta grand-mère pleure. J'espère que tu es contente. J'ai essayé d'expliquer à Patrice l'hypothèque falsifiée, les 95 000 $, les relevés bancaires, la signature qui n'était pas la mienne. Je ne crois pas ça, a-t-elle dit. Gérald ne ferait jamais ça. Cette phrase, Gérald ne ferait jamais ça, était le fondement de toute la stratégie de mon père. Il avait passé 58 ans à construire une réputation de patriarche fiable. L'homme qui se présentait au barbecue avec une caisse de bière et une poignée de main ferme. L'homme qui appelait sa mère tous les dimanches. Il avait investi des décennies dans cette image, et maintenant il la monnayait pour m'enterrer, et ça marchait. Au tribunal de l'opinion familiale, j'étais coupable sans procès.
J'ai appelé Rita, je lui ai tout raconté. Elle a écouté, puis a dit quelque chose qui a atterri comme une encre. Ne combattez pas le récit. Laissez les documents parler, et ils le feront au bon moment. Quand? Elle a jeté un coup d'œil au calendrier sur son bureau. La journée portes ouvertes, quand ils seront tous là. 45 invités. Un public parfait. J'ai dégluti. C'est dans 5 jours. Alors nous avons 5 jours pour nous préparer. Au jour 14, la lettre est arrivée au bureau de Rita, sur en tête de la Greenfield Credit Union. Elle m'a appelé au travail. Vous allez vouloir venir. Je me suis rendu à son bureau pendant ma pause déjeuner. Elle avait déjà posé la lettre sur son bureau, tournée de manière à ce que je puisse la lire. Le paragraphe clé était le 3e, et je me souviendrai de la formulation pour le reste de ma vie. Suite à un examen de conformité interne, la signature sur l'avenant à l'acte de fiducie daté du date masqué ne correspond pas à la signature authentifiée figurant au dossier du propriétaire, Sabrina E. Brennan. Le prêt associé a été suspendu en attendant une enquête plus approfondie. Suspendu, pas résolu, pas encore, mais suspendu. La charge ne serait pas signalée au bureau de crédit. Mon score de 761 était sûr pour l'instant. Rita a poursuivi, l'agent de crédit qui avait traité la demande, Derek Gain, avait été mis en congé administratif avec effet immédiat. L'équipe de conformité de la banque avait signalé de multiples violations de procédure, dont la plus critique était l'absence de vérification d'identité en personne. Gain avait admis par la suite lors d'un entretien interne que Gerald Brennan était un client régulier qui lui avait offert des bières à quelques reprises et lui avait dit que le propriétaire était absent de la ville, mais pleinement conscient de la transaction. Des bières. Mon père avait échangé des bières contre mon identité financière. La charge sera retirée de votre dossier de propriété dans les 30 jours, a dit Rita. Mais plus important encore, la banque a maintenant un intérêt institutionnel à coopérer avec nous. Ils ont traité un prêt frauduleux suite à la négligence d'un employé. Ils ne veulent pas de procès. Pour la première fois en 2 semaines, j'ai senti quelque chose se relâcher derrière mon sternum. Une pression dont je n'avais pas réalisé l'existence parce qu'elle était là depuis si longtemps. Mais il y avait toujours la maison. Toujours 4 personnes vivant dans ma propriété qui croyaient avoir gagné. L'huissier, ai-je dit. Jour 17. On maintient. Rita a hoché la tête. On maintient. Le nom de l'huissier était Karl. Je n'ai jamais eu son nom de famille. Il avait la quarantaine, bâti comme quelqu'un qui avait joué au football à l'université et n'avait jamais complètement arrêté. Et il avait le calme professionnel et impassible d'un homme dont le métier est d'annoncer de mauvaises nouvelles aux gens. Jour 15. 14 heures. Un mercredi après-midi clair. Karl a remonté l'allée du 147 Maplewood Drive, est passé devant le nouveau paillasson de Tiffany, et a frappé 3 fois. Gerald a ouvert la porte. Karl lui a remis l'avis de quitter les lieux. Un avis d'expulsion formel de 30 jours émis par le propriétaire, moi, conformément aux lois générales du Massachusetts, chapitre 186, section 12. Le document nommait les 4 occupants, Gerald Brennan, Donna Brennan, Marcus Brennan, et Tiffany Brennan. Il déclarait en un anglais juridique clair qu'ils avaient 30 jours pour quitter la propriété ou faire face à des procédures d'expulsion formelle devant le tribunal du logement de Springfield. Selon l'affidavit de l'huissier, que j'ai reçu ce soir-là, Gerald a lu la première page, a levé les yeux, l'a relu, et n'a rien dit. La mention, destinataire visiblement secoué, était notée. Document servi avec succès à 14h07. Gerald m'a appelé 11 minutes plus tard. Pour la première fois de ma vie, sa voix n'était pas autoritaire. Elle était fêlée. Tu nous expulses? Tes propres parents? Tu as falsifié mon nom sur un prêt de 95 000 $, papa. La banque l'a confirmé. Tu as 30 jours. Je l'ai fait pour la famille. Tu l'as fait pour la dette de carte de crédit de Marcus. J'ai les relevés de transaction. Chaque dollar, chaque dépôt, chaque retrait d'argent que maman a fait. Toi, ingrate. Il n'a pas terminé la phrase. Il a raccroché. Marcus a appelé 4 minutes après, hurlant déjà, tu es folle. Tiffany doit accoucher dans 6 semaines. Où sommes-nous censés aller? Ce n'est plus mon problème à résoudre, Marcus. Il restait 2 jours avant la journée portes ouvertes de Gerald.
45 invitations envoyées, traiteur commandé, chaises de location arrangées dans le jardin. Il n'a pas annulé. Il a dit à Donna, nous leur montrerons que nous sommes toujours une famille. C'est Sabrina qui est partie. Il croyait toujours contrôler le récit. Dimanche, 13h. L'érable du jardin avant du 147 Maplewood Drive était entièrement orange, et en dessous, Gerald Brennan avait disposé des tables pliantes, un buffet traiteur d'une charcuterie locale, des ballons à l'hélium rose et blanc, et 45 chaises en rangée nette comme une congrégation attendant un sermon. L'événement était présenté comme « Bienvenue bébé Brennan », une célébration de l'enfant à venir de Marcus et Tiffany, le premier petit enfant de la lignée Brennan. Gerald avait envoyé des rappels par SMS la veille. Donna avait préparé un gâteau au citron. Tiffany portait une nouvelle robe de maternité lavande et était assise sur une chaise rembourrée à la tête de la table principale comme une invitée d'honneur à un banquet. La foule s'est remplie au cours de la première heure. Oncle Ray, en short kaki et polo près du grill. Tante Patrice tenant un cadeau emballé, les lèvres serrées. Grand-mère Hélène, 82 ans, assise sur une chaise de jardin rembourrée que quelqu'un avait apportée spécialement pour elle. Des voisins de Maplewood Drive, y compris Louise Beckett, qui se tenait au bord du jardin avec un verre de limonade et un visage qui disait qu'elle était là pour observer, non pour célébrer. Des collègues de Riverside Motor, des amis de Tiffany du cabinet dentaire, des cousins, des petits-cousins, quelques personnes que je ne pouvais pas situer. Gerald se tenait au centre de tout, chemise rentrée, manches retroussées une fois au poignet. Il a levé un gobelet en plastique de limonade et a proposé un toast. La famille Brennan s'agrandit. Cette maison, ce foyer a toujours été une affaire de famille. 45 personnes ont applaudi. Tiffany rayonnait. Marcus a passé son bras autour d'elle. Donna souriait derrière la table à gâteaux, arrangeant les assiettes. Personne ne m'a mentionné. Gerald avait dit à quiconque posait la question que je ne pouvais pas venir, que j'avais traversé des choses. Louise Beckett a bu une lente gorgée de sa limonade et n'a rien dit. Il était 13h15. J'étais à 8 minutes de là, assise dans ma voiture avec une chemise cartonnée sur le siège passager et un battement de cœur que je sentais dans ma gorge. Je me suis garé dans la rue, 2 maisons plus bas. J'ai vérifié mon reflet dans le rétroviseur. Blazer gris, pantalon noir, chemisier blanc, la même tenue que je portais pour les réunions de révision de projet au travail. Cheveux tirés en un chignon bas. Maquillage minimal. Je ressemblais à quelqu'un qui venait présenter un rapport, car c'est exactement ce que je faisais. La chemise cartonnée était posée sur mes genoux. À l'intérieur, une copie certifiée de l'acte de fiducie, la comparaison des signatures, la mienne à gauche, le faux à droite. La lettre officielle de la Greenfield Credit Union confirmant la suspension du prêt et des photocopies des relevés de transactions montrant où chaque dollar de ces 95 000 $ était allé. Rita avait organisé les pages dans l'ordre. Chacune était indexée. J'ai remonté le trottoir à 14h15. La fête durait depuis plus d'1 heure. Les gens mangeaient, riaient, déambulaient dans le jardin. Quelques enfants se poursuivaient près de la clôture. Les ballons flottaient dans une légère brise. Gerald m'a vu le premier. Il se tenait près des marches du porche, en pleine conversation avec un cousin, et son expression a traversé 3 stades en environ 2 secondes, surprise, irritation, et quelque chose de plus proche de la peur que je n'avais jamais vu sur son visage. Il s'est dirigé rapidement vers moi. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » ?»« Je suis chez moi, papa. » Celle avec mon nom sur l'acte. « Ne fais pas de scène. Ce n'est pas moi qui ai falsifié la signature de quelqu'un sur une demande de prêt hypothécaire. » Sa main s'est refermée autour de mon bras juste au-dessus du coude. Pas assez fort pour me faire un bleu, mais assez fort pour me diriger. Baisse la voix. Une voix est venue de derrière nous, claire et ferme. Gerald, enlève ta main de cette fille. Louise Beckett, à 6 pieds de là, une limonade toujours à la main, l'expression aussi stable que du béton coulé. Gerald a lâché prise. Quelques têtes se sont tournées, puis quelques autres. Tiffany est apparue dans l'embrasure de la porte, le sac cadeau de la baby shower toujours à la main. Elle m'a vu et son visage s'est vidé de ses couleurs. Pourquoi est-elle ici ? 45 personnes regardaient maintenant. Je me tenais sur le porche, 3 marches au-dessus du jardin, à la vue de tous les invités et je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin.
Le silence porte plus loin que les cris lorsque le public écoute déjà. La plupart d'entre vous ont entendu dire que j'avais déménagé parce que je voulais mon propre espace. Ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai ouvert la chemise cartonnée. Cette maison est à mon nom, seulement à mon nom. Je l'ai achetée il y a 4 ans avec un prêt FHA. J'ai payé chaque mensualité de l'hypothèque, $2340 par mois, 48 mois, $112 320 au total. Mes parents ont contribué 0. Gérald a fait un pas en avant. Sabrina, arrête ça. Il y a 3 semaines, j'ai découvert que mon père, avec ma mère comme témoin, avait falsifié ma signature sur une demande de prêt hypothécaire de $95 000 à la Greenfield Credit Union. J'ai brandi la comparaison des signatures. Ceci est ma vraie signature. J'ai montré la colonne de gauche. Et celle-ci est celle de l'hypothèque. J'ai montré la droite. Elles ne sont pas les mêmes. La banque l'a confirmé par écrit. J'ai brandi la lettre de Greenfield. Le prêt a été suspendu. La banque enquête. J'ai brandi le résumé des transactions. $38 000 sont allés à la dette de carte de crédit de Marcus. $22 000 à un concessionnaire automobile pour son acompte. $15 000 ont été retirés en espèces par ma mère. $20 000 sont actuellement sur le compte d'épargne personnel de mon père. Mes parents m'ont volé $95 000 en falsifiant mon nom. Le jardin est devenu silencieux. Pas le silence poli d'une pause entre les toasts, mais le silence oppressant de 45 personnes réalisant qu'elles se tiennent au milieu du mensonge de quelqu'un d'autre. Tante Patrice a posé sa tasse sur la table. Oncle Ray a regardé Gérald avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Puis Louise Beckett a parlé assez fort pour que chaque coin du jardin l'entende. J'ai vécu à côté pendant 11 ans. J'ai regardé cette fille tondre cette pelouse, peindre ses murs, déneiger cette allée seule à chaque fois. Et ils ont eu le culot de la mettre au sous-sol. J'ai posé le dossier sur la rampe du porche. Je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici parce que 45 personnes méritent de connaître la vérité avant de féliciter cette famille de s'agrandir. Tiffany s'est levée lentement de la chaise rembourrée, une main sur la coudoir, l'autre sur son ventre. Son visage avait la couleur des assiettes en carton empilées sur la table du traiteur. Elle a regardé Marcus comme on regarderait un étranger portant les vêtements de son mari. Dis-moi que ce n'est pas réel. Marcus n'a pas bougé. Ses yeux étaient fixés sur un point au sol, quelque part entre ses chaussures et le bord de la pelouse. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Marcus. La voix de Tiffany a monté d'une octave. Dis-moi que les 38 000 n'étaient pas vrais. Dis-moi que tu n'as pas utilisé de l'argent volé pour rembourser ta dette. C'est compliqué, Tiff. Ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Sa voix a éclaté dans le jardin comme du verre sur du carrelage. Un enfant près de la clôture a arrêté de courir. Oncle Ray a posé son assiette. Grand-mère Hélène, assise dans sa chaise de jardin rembourrée, a serré les 2 accoudoirs et a regardé son fils avec le genre d'immobilité qui précède un verdict. Gérald a essayé. Il s'est avancé, les bras ouverts, le patriarche réassemblant sa scène. Tout le monde, c'est une affaire de famille. Oncle Ray l'a interrompu. Une affaire de famille? Tu as falsifié la signature de ta fille, Gérald. Ce n'est pas une affaire de famille. C'est un crime. Tante Patrice, la même femme qui m'avait dit que ma grand-mère pleurait à cause de moi, a ramassé le cadeau emballé pour bébé qu'elle avait apporté, l'a remis dans son sac et s'est éloignée de la table sans un mot. Puis Hélène a parlé. Sa voix était faible avec l'âge, mais plus dure que tout ce que j'avais entendu cet après-midi. Gérald, je ne t'ai pas élevé pour que tu sois un voleur. Maman, assieds-toi et tais-toi. Gérald s'est assis sur une chaise pliante au milieu de sa propre fête, devant 45 personnes. Il s'est assis et n'a rien dit. Tiffany est entrée. La porte moustiquaire a claqué derrière elle. Un par un, les invités ont commencé à récupérer leurs affaires. Personne n'a pris les restes de gâteau. Personne n'a dit félicitations. La journée portes ouvertes était terminée. La maison était à moi. 1 heure plus tard, le jardin ressemblait aux séquelles de quelque chose d'annulé au milieu d'une phrase. Table pliante toujours en place, assiette en carton prise dans l'herbe, ballons roses et blancs attachés à la boîte aux lettres, flottant dans un vent qui n'avait plus de fête en dessous.
J'étais assise dans ma voiture au bord du trottoir, moteur éteint, les mains sur les genoux. Je m'attendais à ressentir quelque chose de vif. Du triomphe. Du soulagement. Le claquement net de la justice rendue. Au lieu de cela, je me sentais vide, comme si je venais de tirer une dent qui pourrissait depuis des années. Nécessaire, correct, et rien de tout cela ne me faisait du bien. À travers la fenêtre avant, je pouvais voir Gérald assis dans le salon, simplement assis. Donna était dans la cuisine. Je pouvais voir son ombre bouger derrière le rideau, essuyant le comptoir comme elle le faisait toujours quand elle ne savait pas quoi faire d'autre. À l'étage, derrière la porte fermée de la chambre d'enfant qui était autrefois ma chambre, Tiffany avait enfermé Marcus dehors. Je pouvais l'entendre même depuis le trottoir. Sa voix étouffée mais reconnaissable. Tu m'as dit que tu avais eu un bonus. Un bonus? Marcus, tu m'as menti en face pendant 3 mois. J'allais te le dire quand, après la naissance du bébé. Après que nous ayons emménagé dans une maison qui n'est même pas la nôtre. Une voiture s'est arrêtée derrière la mienne. Oncle Ray. Il est sorti, a marché jusqu'à ma fenêtre et s'est tenu là un instant avant de parler. Je te dois des excuses. J'ai cru ton père. Je n'aurais pas dû. Merci, oncle Ray. Ça compte beaucoup. Il a hoché la tête une fois, est retourné dans sa voiture et est parti. Tante Patrice est partie sans s'arrêter. Mais 48 heures plus tard, elle enverrait un SMS de 2 paragraphes, des excuses qu'elle avait clairement réécrites plusieurs fois. J'ai démarré ma voiture et je me suis éloigné de Maplewood Drive. Dans le rétroviseur, les ballons flottaient toujours au-dessus de la boîte aux lettres, rose et blanc sur un ciel gris, célébrant quelque chose qui n'existait plus. Tiffany a appelé ce soir-là à 21h30. Sa voix était différente de ce à quoi je m'attendais. Pas en colère, pas en pleurs, juste neutre. La voix de quelqu'un qui a épuisé ses sentiments et fonctionne maintenant sur des informations. J'ai besoin de tout savoir. Chaque dollar, chaque mensonge. J'ai hésité. C'était la même femme qui m'avait dit de quitter ma propre maison, qui avait posté ma chambre sur Instagram comme un trophée, qui m'avait traité d'égoïste pour ne pas avoir payé la facture d'électricité sur une propriété qu'elle occupait gratuitement. Mais elle était aussi enceinte de 7 mois et venait de découvrir que son mari avait financé leur vie avec de l'argent volé. Quoi qu'elle ait été avant, à ce moment-là, elle était quelqu'un qui méritait la vérité. Je lui ai envoyé les relevés de transactions, tous. 15 minutes de silence. Puis son nom est apparu à nouveau sur mon téléphone. Les 22 000 $ pour la voiture. Il m'a dit que c'était une réduction du concessionnaire. Il a dit qu'il l'avait mérité. Je suis désolé, Tiffany. Je le suis vraiment. Ne sois pas désolé. C'est moi qui t'ai dit de quitter ta propre maison. Une pause assez longue pour y passer en voiture. Je ne savais pas que c'était ta maison. Gérald m'a dit que c'était une propriété familiale transmise par tes grands-parents. C'est ce qu'il a dit. Ce n'a jamais été une propriété familiale. Je l'ai achetée avec mon propre argent quand j'avais 25 ans. Un autre silence, puis plus doucement. Je te dois des excuses. Des vraies. Pas maintenant. Je ne peux pas en ce moment. Mais je t'en dois une. Avant de raccrocher, elle m'a dit quelque chose que je ne savais pas. Marcus lui devait aussi 7 000 $. De l'argent qu'elle lui avait prêté avant le mariage. De l'argent qu'il avait juré de rembourser après la naissance du bébé. Elle commençait à voir le schéma que j'avais mis 4 ans à comprendre. Ces derniers mots. J'appelle ma mère demain. Je n'élèverai pas ce bébé dans une maison construite sur des mensonges. Elle a tenu parole. La semaine après la journée portes ouvertes, la famille Brennan s'est effondrée comme un bâtiment dont le mur porteur a été enlevé. Et je le saurais. Je suis ingénieur. Je sais exactement ce qui se passe quand on enlève ce qui tenait tout. Tiffany a déménagé chez sa mère à Worcester, à 1h30 à l'est. Marcus l'a appelée 14 fois le premier jour. Elle n'a répondu à aucune d'elles. Au 3e jour, son statut Facebook est passé de « marié » à « vide », pas « célibataire », pas « c'est compliqué », juste « vide », ce qui, d'une certaine manière, semblait plus fort que les deux. Marcus a perdu pied. Sans Tiffany, sans le récit du bébé en route, il n'était qu'un homme de 33 ans dormant sur le canapé dans la maison de sa sœur.
Sauf que ce n'était pas la maison de sa sœur. C'était juste la sienne. Gérald, pour la première fois de la mémoire de Marcus, s'est retourné contre lui. Si tu n'avais pas eu autant de dettes, rien de tout cela ne serait arrivé. Enfant d'or, rencontre le côté froid de l'hôtel. Gérald lui-même se délitait de manière plus lente et plus silencieuse. Il a annulé sa partie de poker hebdomadaire pour la première fois en 12 ans, a dit à ses amis, des histoires de famille. Mais 2 des hommes de ce groupe avaient été à la journée portes ouvertes. Il savait déjà. Les appels téléphoniques que Gérald recevait des cousins qui prenaient des nouvelles, des amis qui voulaient déjeuner, se sont réduits à un filet. Oncle Ray n'a pas appelé du tout. Hélène, sa propre mère, n'a pas répondu à ses appels pendant 3 jours consécutifs. Donna m'a appelé une fois par jour, tous les jours. Même scénario, même cadence. S'il te plaît, reviens à la maison. Nous pouvons arranger ça. Et chaque jour, je donnais la même réponse. Il n'y a rien à arranger, maman. Il n'y a que ce qui arrive ensuite. Vendredi, une lettre est arrivée au 147 Maplewood Drive de la Greenfield Credit Union. Une demande formelle pour que Gérald et Donna se présentent en personne à la succursale pour discuter de l'affaire. La banque avait ses propres problèmes maintenant, et Gérald manquait de personnes prêtes à croire sa version de l'histoire. Internet n'est pas tendre avec les secrets. Il l'est encore moins quand le secret implique des baby showers et des hypothèques volées. Tiffany a supprimé la publication Instagram. La famille fait toujours de la place pour la prochaine génération. Celle avec 212 likes et un emoji cœur rose. Elle l'a supprimée, mais les captures d'écran vivent éternellement. Et en une journée, une de ses amies du cabinet dentaire a posté un statut énigmatique sur Facebook. Imaginez découvrir que la maison que vous pensiez être un cadeau était en fait une propriété volée. Certaines familles, avec un emoji drapeau rouge, 89 commentaires, 340 réactions. Tiffany n'a pas été nommée. Elle n'avait pas besoin de l'être. Les gens qui savaient, savaient. Sur Maplewood Drive, le réseau de rumeurs fonctionnait à la vitesse d'un cul-de-sac. Louise Beckett ne colportait pas de rumeurs. Ce n'était pas dans sa nature. Mais quand les voisins posaient des questions, elle leur donnait une seule phrase. J'ai regardé cette fille construire cette maison de ses propres mains. Vous devriez demander à Gérald ce qu'il a construit. C'était le genre de phrase qui n'avait pas besoin de suite. Les gens complétaient le reste eux-mêmes. Chez Riverside Motor, les collègues de Marcus avaient été à la journée portes ouvertes, 2 d'entre eux. Ils avaient vu les documents, entendu Tiffany crier, vu Gérald se faire dire de s'asseoir par sa propre mère. L'un d'eux a demandé à Marcus le lundi matin, « Et, ce n'était pas la maison de ta sœur ?» Marcus n'a pas répondu. Il a demandé 3 jours de congé personnel. Son manager l'a approuvé sans poser de questions. Certains silences sont plus éloquents que des explications. Tante Patrice m'a envoyé un SMS le 2e mardi. Il était plus long que ce à quoi je m'attendais et plus honnête que ce que je méritais de la part de quelqu'un qui m'avait dit que ma grand-mère pleurait à cause de moi. Sabrina, je suis désolé. J'aurais dû t'écouter avant de te juger. Je me suis toujours demandé comment Marcus pouvait se payer cette nouvelle voiture. Maintenant je sais. J'espère que tu pourras me pardonner avec le temps. Je n'ai pas répondu tout de suite, mais j'ai sauvegardé le message. Certaines excuses ont besoin de reposer avant que l'on sache ce qu'elles pèsent. Jour 30. L'avis d'expulsion a expiré un mardi matin. Pas de prolongation, pas de négociation, pas d'appel téléphonique de dernière minute qui changeait quoi que ce soit. Rita a envoyé une dernière lettre formelle à la maison. Si tous les occupants n'avaient pas quitté les lieux avant la fin de la journée, nous déposerions une demande d'expulsion ordonnée par le tribunal de logement de Springfield. La lettre était adressée à Gérald. Elle est arrivée par courrier recommandé. Il l'a signée. Cette signature, au moins, était la sienne. Gérald m'a appelé cet après-midi-là. Sa voix était différente. Pas en colère, pas autoritaire, pas même la version fêlée d'il y a des semaines. Elle était neutre, épuisée. La voix d'un homme qui n'a plus personne à blâmer et n'a pas encore appris à se regarder dans un miroir. Où sommes-nous censés aller, Sabrina ? J'ai déjà étudié la question pour toi. Il y a 2 appartements disponibles sur Elm Street. $1,200 et $1,400 par mois. Ton chèque d'invalidité couvre le loyer.
Maman peut postuler pour un travail à temps partiel. C'est votre point de départ. Silence. Je ne vous jette pas dehors sans rien, papa. Je te dis que tu ne peux pas vivre dans une maison que tu m'as volée. Il y a une différence. Je n'ai pas volé. Oui, tu l'as fait. Encore du silence, puis. D'accord. C'était tout. Un mot. Le mot le plus petit et le plus lourd qu'il m'ait jamais adressé. Donna a commencé à faire ses valises le lendemain matin. Gérald était assis dans son fauteuil inclinable et regardait. Marcus, qui avait déjà emménagé chez un ami 2 semaines plus tôt, est passé pour récupérer le reste de ses affaires. Il a transporté 2 cartons jusqu'à sa voiture sans établir de contact visuel avec qui que ce soit. Jour 33, Gérald et Donna ont emménagé dans l'appartement à $1 200 sur Elm Street. Une chambre, au rez-de-chaussée, une fraction de l'espace qu'ils avaient occupé gratuitement dans ma maison. Gérald n'a pas dit un mot en tournant la clé dans la serrure pour la dernière fois. Donna s'est attardée devant la porte d'entrée, a regardé la maison, puis m'a regardé, debout près de ma voiture. Elle a hoché la tête doucement, lentement, et s'est dirigée vers le côté passager du camion de Gérald. J'ai remis à mon père 2 annonces d'appartement parce que je ne pouvais pas lui donner rien. Même après tout, je ne pouvais pas être ce qu'il était à moi. Les suites judiciaires furent plus discrètes que les conséquences personnelles, mais non moins définitives. La Greenfield Credit Union a achevé son enquête interne 6 semaines après la journée portes ouvertes. Le résultat, le prêt de $95 000 a été annulé dans son intégralité. La charge sur le 147 Maplewood Drive a été retirée de tous les registres fonciers. L'inscription frauduleuse sur mon dossier de crédit a été effacée grâce à des litiges formels avec Experian, TransUnion et Equifax. Mon score, qui n'avait jamais réellement baissé grâce à l'action préventive de Rita, est passé de 761 à 774 une fois le retrait de la charge enregistrée. Derek Gain, l'agent de crédit qui avait traité la demande sur la parole de Gérald et quelques bières, a été licencié. La banque m'a envoyé une lettre d'excuse formelle et a offert une compensation de $5 000 à titre commercial. J'ai refusé l'argent. Au lieu de cela, j'ai demandé un engagement écrit que Greenfield mettrait en œuvre une vérification d'identité en personne obligatoire pour toutes les futures demandes de prêt hypothécaire. Ils ont accepté. Rita a fait notarier cet engagement. La question la plus difficile est venue ensuite, les accusations criminelles. Rita a exposé la situation clairement. Ce que Gérald et Donna avaient fait, falsifier une signature sur un instrument financier, constituer un faux en vertu des lois générales du Massachusetts, chapitre 267, section 1. Ce que Marcus avait fait, recevoir sciemment les produits, était une fraude. J'avais qualité pour déposer une plainte pénale. J'ai choisi de ne pas le faire, non pas parce qu'il ne le méritait pas, mais parce que je ne voulais pas passer 2 ans dans les tribunaux à revivre la pire chose que ma famille m'ait jamais faite. J'avais déjà gagné. J'avais ma maison, mon crédit, mon nom de nouveau. Je n'avais pas besoin d'une condamnation pour savoir que j'avais raison. Mais Rita a envoyé à Gérald une dernière lettre. Mademoiselle Brennan a choisi de ne pas engager de poursuite pénale pour le moment. Cette décision est une courtoisie, non un droit acquis. Toute utilisation future non autorisée de l'identité ou de la propriété de Mademoiselle Brennan sera directement transmise aux forces de l'ordre. Donna m'a dit plus tard, Gérald a lu cette lettre 2 fois, l'a pliée et l'a mise dans un tiroir. Il n'en a plus jamais parlé. Certains avertissements n'ont pas besoin d'être bruyants. Ils ont juste besoin d'être permanents. 2 mois après la journée portes ouvertes, j'étais assise à ma table de cuisine dans le studio, celui que j'avais loué comme échappatoire temporaire, et j'ai écrit un email, non pas à Rita, ni à la banque, mais à ma famille, à tous les 3, Gérald, Donna, Marcus. Il m'a fallu 4 heures pour le rédiger correctement. Non pas parce que le langage était compliqué, mais parce que je voulais que chaque mot soit un mur avec une porte, assez ferme pour me protéger, assez ouvert pour prouver que je n'étais pas eux. L'email comportait 3 sections. La première était financière. Je ne fournirai pas de soutien financier pour le loyer, les charges, ou les dépenses personnelles. Si vous avez besoin d'aide, je peux vous orienter vers des ressources communautaires à Springfield. La deuxième concernait le contact. Je suis ouverte à la communication, mais seulement sous des conditions spécifiques, pas de langage culpabilisant, pas d'exigence, et pas de discussion sur la maison ou l'hypothèque. Si ces limites sont franchies,
je suspendrai le contact pendant 90 jours. La troisième concernait l'avenir. Si et quand la confiance est reconstruite grâce à un changement constant et démontré au fil du temps, et non par des mots, je suis ouverte à une relation, mais elle se fera selon des termes différents d'avant. Je l'ai lu 6 fois. Puis j'ai appuyé sur envoyer. Gérald n'a jamais répondu. Pas un mot. Ni alors. Ni depuis. Donna a répondu 2 jours plus tard. Je comprends. Je suis désolé, Sabrina. Je le suis vraiment. Marcus a répondu 2 semaines après cela. 4 mots. Je comprends. Ce qui était soit de la croissance, soit de la fatigue. Je ne pouvais pas dire. Et j'ai décidé que cela n'avait pas d'importance. J'avais passé 4 ans à me demander si j'étais trop dure, trop froide, trop. Mais écrire cet email, le formuler en langage clair, établir des conditions auxquelles je pouvais me référer. C'était la première fois que je sentais que j'étais exactement suffisante. Avez-vous déjà dû tracer une ligne avec quelqu'un que vous aimez, non pas avec colère, mais avec un document? Qu'avez-vous ressenti? Dites-le moi dans les commentaires. Vous pourriez découvrir que vous n'êtes pas la seule à tenir ce stylo. 3 mois après la journée portes ouvertes, Tiffany a donné naissance à une fille de 7 livres et 4 onces. Lily Mae Brennan, née à l'hôpital de Worcester près de la maison de la mère de Tiffany, dans une salle d'accouchement où Marcus n'était pas invité. Tiffany m'a envoyé une photo le lendemain matin. Un minuscule visage enveloppé dans une couverture blanche, les yeux fermés, un petit poing miniature serré contre sa joue. Sous la photo, un message plus long que tout ce que Tiffany m'avait jamais envoyé. Sabrina, je t'ai dit des choses horribles dans une maison qui n'était jamais la mienne à revendiquer. J'avais tort. On m'a dit des choses qui n'étaient pas vraies, et j'ai choisi de les croire parce que c'était plus facile. C'est de ma faute. Tu ne me dois rien. Mais si tu veux un jour rencontrer Lily, elle a tes yeux. En fait, la porte est ouverte. Pas de pression, pas de délai. J'ai regardé cette photo longtemps. Puis j'ai pleuré pour la première fois depuis que j'avais quitté Maplewood Drive. J'ai pleuré non pas de tristesse, non pas de colère, mais du soulagement particulier de quelque chose qui se relâche dans votre poitrine et que vous aviez oublié être contracté. J'ai répondu, merci, Tiffany. Cela signifie plus que tu ne peux l'imaginer. J'aimerais rencontrer Lily quand le moment sera venu. Tiffany avait déposé une demande de séparation auprès du tribunal des successions du comté de Worcester. Elle ne retournerait pas avec Marcus. Elle m'a dit plus tard, lors d'une conversation inattendue, que les $7 000 qu'il lui devait encore étaient la plus petite de ses dettes. Marcus m'a appelé une fois après la naissance de Lily. Il a demandé s'il pouvait m'amener le bébé pour me voir un jour. J'ai dit oui, mais dans un café en ville, pas chez moi, un espace public, un terrain neutre, une limite que je n'avais pas besoin d'expliquer. Et il n'a pas essayé d'insister. Le pardon n'est pas un interrupteur. C'est un robinet. Et je contrôle le débit. 6 mois après la journée portes ouvertes, j'ai réemménagé au 147 Maplewood Drive. Ma maison, mon nom sur l'acte, ma main sur la poignée de porte, ma clé dans la serrure. J'ai repeint chaque pièce, de nouvelles couleurs, non pas pour effacer quoi que ce soit, mais parce que j'avais gagné le droit de choisir. Gris doux dans la chambre, blanc chaud dans la cuisine. Le sous-sol a eu un vrai plancher, un pare-vapeur et un éclairage encastré. Je ne voulais plus jamais voir de béton brut. Louise Beckett est venue le premier après-midi avec une plante de lavande en pot, l'a posée sur la rampe du Porsche, m'a serré la main et a dit « Bienvenue chez toi, ma chérie. » Pour de vrai. Cette fois au travail, la promotion que je suivais est arrivée. Ingénieur de projet senior, salaire, $14 000 par an. J'ai signé la lettre d'offre au même bureau où j'avais vu pour la première fois l'alerte de surveillance de crédit qui a tout déclenché. J'ai commencé à écrire non pas des rapports, mais des mots, un blog d'abord, des essais personnels sur les systèmes familiaux, sur le coup d'être la personne fiable, sur ce qui se passe quand on arrête de subventionner des gens qui ont confondu votre travail avec votre amour. Le premier billet, le test du sous-sol, comment j'ai su qu'il était temps de partir, a été partagé 4200 fois le premier mois. Un petit éditeur à Boston, Arborlin Press, m'a contacté. Il voulait un livre. J'ai signé le contrat pour « L'acte est à mon nom, récupérer sa vie d'une famille qui prend trop ». Calendrier de publication, 8 mois.
Gérald et Donna vivent sur Elm Street. Il appelle une fois par mois. Les appels sont courts, maladroits et dépourvus d'exigence. C'est en soi un progrès. Marcus travaille dans un concessionnaire à Chappie et voit Lily toutes les 2 semaines. Il est plus silencieux maintenant. Que ce soit de la croissance ou de l'épuisement, je n'en suis pas sûr. J'ai arrêté d'avoir besoin de le savoir. J'ai rencontré Lily dans un café un mardi après-midi. Elle avait 3 mois, endormie dans son porte-bébé. Marcus me l'a tendue et je l'ai tenue, chaude, incroyablement petite, et j'ai pensé, je n'ai pas perdu une famille. J'ai perdu une version de famille qui n'était jamais réelle, et j'ai construit quelque chose de mieux à sa place. La maison est calme maintenant, mais c'est un autre genre de calme. Pas le silence d'être ignoré, mais la paix d'être en contrôle. C'est mon histoire. Je l'ai partagée non pas parce que je suis en colère. Je ne le suis pas. Plus maintenant. Mais parce que je sais que quelqu'un là-bas est en ce moment couché dans son propre sous-sol, payant pour une maison où il n'a pas le droit de vivre, se demandant s'il est le problème. Vous n'êtes pas le problème. Vous n'avez jamais été le problème. Et le moment où vous décidez d'arrêter de financer le mensonge, c'est le moment où votre vie commence réellement. Si cette histoire vous a touché, aimez. Abonnez-vous si vous voulez en entendre plus. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ça ce soir, partagez-le. Parfois, ce qui nous sauve, c'est de savoir que quelqu'un d'autre est parti le premier.